Wingmaster du dimanche soir, vous l'attendez, il est là, le Jérôme Cano. Salut Jérôme. Salut Seb, salut à tous. Bon, vous attendez le Jérôme Cano, vous attendez le Wingmaster débrief, on est très heureux de vous retrouver, des fois des lives, des fois des enregistrements. Là on est au ski avec Jérôme, donc on peut pas faire de live. Non, pas vraiment, on est... C'est pas vrai, toi tu es chez toi, je suis chez moi, on n'est pas au même endroit. Je suis chez moi, mais très belle lumière du soir, il fait grand bleu là. Ben voilà, magnifique. Coucher de soleil sur Beldon, magnifique. Bon, super. Écoute, on a fait cet enregistrement, tu vois, c'est pour tout vous dire la transparence, 17h40, donc pour vous dire le coucher de soleil. En tout cas, on est heureux de vous retrouver et on va vous proposer ce contenu très intéressant dans quelques instants. Mais avant, je vous rappelle que vous avez cette masterclass. Vous avez ce contenu gratuit sur YouTube, mais vous avez également la masterclass. Alors la masterclass, c'est le prix d'une journée de parapente. Et qu'est-ce qu'elle vous apporte, cette masterclass? Toutes les techniques du parapente revues, corrigé, expliqué, démontré par Jérôme avec jusqu'à 8 caméras en vol. C'est exceptionnel, ça n'existe pas. On est les seuls à l'avoir fait, on est très content de vous le proposer. Jérôme, tu as voulu partager toute ta connaissance, tout ce que tu as accumulé depuis des années en parapente et le partager avec les pilotes. Tout à fait, l'idée était de tout concentrer sur quelques heures uniquement de vidéos de comment on vole, comment on pilote, comment on gère les incidents de vol, comment on gonfle sa voile et tout. Bon, tout est réuni ici en plus de 11 heures de vidéo. Donc c'est un produit... 14 heures de vidéo, même maintenant. Il y a 14 heures de vidéo puisqu'on a rajouté du cross, qui est très très complet et tout. Et comme on a pendant les lives, on le voit bien, on fait des focus sur des points particuliers. Par contre là, ça ratisse très très large pour un pilote débutant jusqu'à des pilotes qui sont déjà autonomes et qui font déjà du cross. Donc c'est vraiment on va dire un contenu qui sert à la formation, qui sert à la progression, qui sert à la mise à jour, etc. Tout à fait. Donc pour vous former, pour débuter le parapente ou si vous le faites depuis longtemps, n'hésitez pas à aller voir le site wingmaster.top. Vous avez toutes les infos. Il y a un épisode offert, ça va vous donner une idée de ce que c'est. Puis même si vous achetez que des petits modules, vous pouvez venir après à la version complète. On vous rembourse. Enfin, tout est expliqué sur le site. Allez voir sur le site wingmaster.top. Et puisqu'on parle d'exercice et puisqu'on parle de se former, de continuer à s'entraîner, c'est le thème du jour. Et le thème du jour, c'est, Jérôme, à quoi ça sert de s'entraîner? À quoi ça sert de faire des exercices en vol? C'est ça l'idée, et tu vas nous expliquer pourquoi. Et même pas forcément quand on débute, même pas forcément quand on commence le parapente ou qu'on progresse, on peut et il faut faire des exercices dans sa vie de parapentiste. Pourquoi? Alors pourquoi il faut faire des exercices, c'est-à-dire pourquoi il faut s'entraîner en dehors du contexte pendant lesquels on va peut-être avoir besoin de ces exercices, c'est justement pour gonfler son bagage technique. Et comme notre progression évolue, comme notre pratique évolue, c'est-à-dire on va voler avec des ailes un peu plus performantes, on va voler plus longtemps, on va voler dans des aérologies plus fortes, il faut, et ce qui est bien aussi, c'est que dans les périodes de gonflage, dans les périodes d'air calme et tout, on va pouvoir s'entraîner à faire bouger la voile, à comprendre comment elle fonctionne, soit parce qu'on n'a jamais fait ces manœuvres, soit parce que la voile est nouvelle, par exemple. Donc il y a plein de thèmes qui orientent, qui demandent de l'entraînement, de la connaissance et tout. Ça peut être de la mise à jour. Où est-ce qu'on en est, par exemple, sur les descentes rapides, sur le tangage, sur les wings, etc. Donc il faut prendre ça vraiment comme de l'entraînement qui vous servira ensuite dans le contexte réel, on va dire, si on peut séparer l'air calme et le contexte réel. Donc parlons d'air calme. Disons qu'aujourd'hui j'ai envie d'aller voler. Tiens, je me dis, j'ai pas de but précis. Je vais me fixer un programme d'exercice ou quelques exercices à faire. Comment tu imagines ça? On se cale avant. Je vais faire ça, ça, ça et ça. Et quels exercices faire? Parce que moi, je vole des fois et je me dis, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire? Alors je m'amuse à faire une oreille, un truc, mais c'est pas un programme précis. Puis je dis, c'est bon, je sais faire. Voilà. Mais comment je pourrais progresser en faisant des exercices? Alors, je peux vous donner, si on fait le parallèle en école, par exemple, si vous êtes en stage encadré, on va, quand vous arrivez, si vous avez quelques vols en air calme, petit à petit dans les vols en air calme, on va vous proposer de faire bouger la voile avec différents exercices, comme des exercices de tangage, de faire bouger la voile sur l'axe de tangage, sur l'axe de roulis, de faire du pilotage cale à sellette, d'essayer les oreilles, etc., d'essayer l'accélérateur. Donc, de découvrir, là, ça serait plutôt de la découverte de manœuvres, de mouvement de la voile
en air calme, loin du relief, pendant les premiers vols, on va dire. Voilà, ça va déjà, en fait, augmenter votre expérience. C'est un petit peu comme si les premiers, vous venez d'avoir, je sais pas, votre permis voiture, ou vous apprenez plutôt à conduire votre voiture. On est plutôt sur des parkings, sur des grandes lignes droites, il n'y a personne. Et puis un jour, on vous dit, bah, tiens, on va aller sur ce parcours-là. Il y a beaucoup de virages, la route n'est pas du tout régulière, etc. Donc, on va changer un peu le cadre pour découvrir autre chose et donc augmenter son expérience, quoi. Ça, Ok, c'est le Jérôme. premier, Ouais. on peut dire le premier truc. Ok. Si on est tout seul, et donc là, sur la pratique école encadrée, il y a un programme, en fait, qui va Bien sûr. être Et puis, t'as un crescendo moniteur dans la qui difficulté, t'explique avant et qui souvent est à la radio pour te donner des exercices. qui peut être à la radio, mais on va aussi, le truc à chaque fois, que vous soyez tout seul ou dans un truc encadré, c'est bien de connaître l'intention de l'exercice, à quoi ça sert de faire cet exercice, et on va vous le faire découvrir normalement en air calme, pour que vous puissiez ne vous occuper que de ça, d'avoir le focus que là-dessus. Ça peut être par exemple de faire du tangage. Donc l'intention de faire des mouvements de tangage, soit avec les freins, soit à la sortie d'un virage par exemple, ça va être de découvrir l'effet pendulaire en fait. C'est ça l'intention. C'est de découvrir que le fait de votre voile bouge au-dessus de votre tête, mais que vous bougez aussi au-dessus de votre voile. Si vous ne faites pas d'exercice, si vous n'allez pas voir là-dedans, vous pouvez faire des descentes en air calme sans jamais avoir de mouvement de tangage en fait. Et donc, pourquoi pas? Le truc, c'est qu'on vole pas tout le temps en air calme et on va, dans des aérologies qu'on dit normales mais qui bougent, avoir des mouvements de tangage. Donc, de les découvrir en air calme permet de faire le lien ensuite. Permet de découvrir le mouvement et ensuite d'en être conscient quand on vole en air turbulent. Donc, c'est une autre étape, ça. Mais voilà, une des intentions de l'exercice, c'est découvrir les mouvements de la voile, en fait. Donc intéressant, effectivement, de le faire. Je me dis, et je me mets à la place des pilotes qui sont derrière l'écran, que on peut avoir des réticences, avoir peur quand on le fait tout seul. Si jamais on a cette peur en disant tiens, j'ai un programme d'exercice, mais j'ose pas y aller, j'ose pas envoyer, j'ose pas aller voir des limites. Oui. Peut-être qu'à ce moment-là, il faut revenir avec un instructeur. Ça veut dire qu'on alors tout à fait, ça c'est normal. C'est-à-dire que c'est pour ça que dans un contexte d'encadrement, on va mettre les limites à l'exercice, l'intention, les limites à l'exercice, et puis au cas où ça parte un petit peu plus vite, un peu plus fort et tout, qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Donc c'est ça ce qu'on appelle un encadrement. Ensuite, il peut y avoir une liaison radio. Donc ça peut permettre que ce soit progressif, même si on ne sert pas de la radio, ça peut vous permettre d'avoir un rythme, de rectifier quelques trucs, etc. Puis après, on vous laisse faire pour que petit à petit, vous maîtrisiez la manœuvre. Que ce soit en stage classique, en stage civ ou sur d'autres types de stages, on va dire que c'est pareil en fait. Il y a l'intention du truc, l'intention de l'exercice, comment on va le pratiquer, quels sont les risques à ça et comment on y remédie en fait. Et après, on vous accompagne pour les faire. Si vous vous sentez seul, vous pouvez par exemple, si vous utilisez la masterclass, Wingmaster, où je montre énormément de manœuvres, etc., il y a aussi quelque chose de crescendo. Si vous avez un bon bagage de vol et tout, il y a plein de manœuvres que vous pouvez aborder sans risque, tout en vous mettant les limites, quoi. C'est tout, c'est juste pour découvrir les mouvements. Il ne faut pas croire que quand on fait des exercices aussi, c'est d'aller toujours très loin, d'aller à la limite. C'est juste de découvrir des mouvements. Hein. On n'est pas là pour apprendre de la voltige, on est là pour apprendre des mouvements de voile que vous allez retrouver en air turbulent ensuite. Et peut-être c'est l'occasion de se dire effectivement, tiens, le tangage, j'y arrive pas super bien, ou le roulis, finalement, j'arrive pas à me coordonner, etc. Et de découvrir qu'on peut-être des choses à aller revoir pour progresser, quoi. Hein. Tout à fait, parce que c'est pas quand on dit les manœuvres, on est en train de travailler de la technique, ça peut être aussi justement de travailler un rythme, de comprendre que l'effet pendulaire sous la voile, c'est peut-être plus lent que ce qu'on pensait. Donc, il va falloir adapter son pilotage au mouvement de la voile ou au mouvement du pendule, en fait. Et donc, c'est tout ce qu'on appelle la coordination, coordonner l'appui sellette avec la commande, quand est-ce qu'on va le faire, à quelle vitesse, à quelle amplitude, tout ça. Donc, ça va servir à ça. Donc ça, on peut dire, c'est tous les exercices qu'on peut faire en air calme. Ça peut être des exercices de descente rapide, du tangage, on a vu, des fermetures asymétriques. Alors, si on est en milieu non sécurisé, ça va être des petites fermetures asymétriques, mais le but, c'est pas d'en faire des grosses, c'est de vivre une voile fermée, de la piloter derrière. On peut faire ça au-dessus de la terre sans problème, dans un milieu adapté.
Voilà le type d'exercice qu'on peut faire. En vol, on peut aussi les faire au sol, au gonflage. Il y a plein d'exercices qu'on peut faire au sol, jouer avec sa voile pour faire une première découverte. Alors, ce qu'on n'aura pas au sol, c'est l'effet pendulaire, en fait. Donc, l'effet pendulaire, c'est-à-dire le pilote qui bascule comme ça sous sa voile, ben ça, vous pouvez ne le vivre qu'en vol, en fait. Au sol, on ne peut pas le vivre puisqu'on a les pieds au sol. Donc, la découverte en air calme, c'est encadré ou seul, c'est la première étape. Après, il faut faire le lien avec l'aérologie turbulente. Donc, il y a différentes écoles, on va dire. Il y a des écoles qui vont vous dire il vaut mieux tout faire en air calme et après, on vous donne l'autorisation d'aller en air turbulent et vous allez essayer d'adapter ce que vous avez fait en air calme en air turbulent. Alors moi, je ne suis pas tout à fait pour ça parce que je trouve qu'il y a une grosse différence quand même. En air turbulent, on peut être proche du relief, on peut être un peu plus stressé, etc. Et puis d'apprendre un mouvement, de caler un mouvement qu'on a appris en air calme à le caler en air turbulent, c'est pas évident, c'est pas si évident que ça au niveau du rythme, etc. Moi, ce que je préconise plutôt, c'est de voler déjà en air turbulent, même si on n'a pas trop d'expérience. Alors turbulent entre guillemets, c'est-à-dire juste voler dans une masse d'air qui bouge. Voilà, qui va faire bouger votre voile, qui va faire bouger votre corps, etc. Et pendant qu'on vole, d'être attentif à ce qui se passe, être conscient des mouvements de la voile, être conscient des appuis dans la sellette qui changent, être conscient des changements de direction, être conscient, par exemple, de l'effet pendulaire, quand il y a une ressource et que le pilote monte, quand la voile part un petit peu devant. Alors là, il n'y a pas besoin de beaucoup d'amplitude, mais de repérer ce qui se passe, en fait. Et dans un deuxième temps, d'aller travailler en air calme, parce que là, on a déjà un peu repéré ce qui se passe, donc je trouve que le lien se fait beaucoup mieux, en fait. Voilà. Plus facilement entre l'air calme et la réalité, en fait. Qu'est-ce que tu conseillerais aux amis pilotes qui sont là et qui nous regardent comme série d'exercices, j'allais dire standard ou une progression? Est-ce qu'on fait du roulis, du tangage, des oreilles, des descentes rapides? Comment tu vois les choses qu'il faudrait faire alors, peut-être pas pour des pilotes en début de formation, puisque effectivement ils auront vu avec leur moniteur et ils vont peut-être reproduire des choses qu'ils ont déjà faites, mais pour des pilotes qui ont l'habitude de voler, quels exercices pour toi te semblent indispensables ou qu'on doit faire pour s'aguerrir, comme tu le disais au début de ce programme? Alors, donc quelqu'un qui vole déjà, qui est déjà autonome, donc c'est-à-dire normalement il a les bases de tangage, c'est-à-dire provoquer du tangage avec ses deux freins et de bloquer l'abatté à un moment quand il va relever les mains, essayer de bloquer l'abatté à différents niveaux en fait d'amplitude de l'abatté. Ça c'est une première base. La deuxième base, ça va être des wings, mais les wings de faible amplitude parce qu'on ne fait pas de voltige, donc de cadencer sellette, commande intérieure, commande extérieure, ensuite sellette, commande intérieure, commande extérieure, relevé, etc. Donc cadencer des wings à plus de 45 degrés, mais sans aller plus loin, sans faire de la voltige. Donc ça, on va dire que c'est les deux trucs de base. Le troisième truc de base, ça sera de pouvoir faire un ou deux tours plus rapides en 360. Plus rapide que d'enrouler un thermique, hein, où la voile accélère, on va dire. Voilà, on va dire que ça, c'est les trois bases, en fait, à connaître, avec une troisième base qui peut être, par exemple, le débattement des commandes, avoir une idée jusqu'où on peut descendre les commandes, c'est-à-dire un peu au-delà des maillons de la sellette, au-delà de la base des élévateurs. Donc ça, c'est on va dire les quatre trucs à peu près qu'on peut considérer comme une base. À partir de cette base, quand on a de l'expérience, c'est-à-dire qu'on va provoquer ces choses-là un petit peu différemment. Par exemple, le tangage, au lieu de le faire avec les freins, tout simplement, on freine, on relâche, parce que ça, c'est un exercice en air calme où on apprend un geste qui est des fois à l'opposé de ce qu'il faut faire en air turbulent, quoi. Donc, pour refaire un lien un peu plus juste, en fait, ça serait de provoquer une ressource où une abattée va suivre à cette ressource et contrôler l'abattée. Pour faire ça, par exemple, on va faire un départ en 360 assez rapide sur au moins 3/4 de tour minimum et relever la main brutalement. Et là, ça va provoquer un peu une sortie chandelle, on dit. Et une sortie chandelle va permettre de se retrouver en ressource bras haut. Et à partir de cette position, on va pouvoir contrôler l'abattée en ayant une position de main haute au départ. Voilà, ça ressemble à la réalité. Pour les wings, c'est pareil, c'est être à l'aise. Qu'est-ce qu'on peut faire après? C'est essayer, pour quelqu'un qui vole déjà et qui est capable de rester en l'air, c'est reproduire ces mouvements-là dans une masse d'air un peu turbulente, ou être bien conscient de ce qui se passe
pour bien repérer toutes les phases en fait, parce que ça va lui servir par exemple pour faire du thermique. On va éviter de se mettre à tourner quand la voile est en train de cabrer par exemple. Donc pour percuter sur ce timing-là, il faut bien avoir décelé le moment où on a des ressources, le moment où on a des abattés. Donc quelqu'un qui a déjà de l'expérience, c'est en vol d'être conscient de ces mouvements-là en fait, et pas obligatoirement de les bloquer tout le temps, mais de laisser un peu faire pour être bien conscient de qu'est-ce qu'une ressource, qu'est-ce qu'une abattée, etc. Quand est-ce que ça arrive et qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là. Donc c'est se faire le lien. Après, quand on parle des descentes rapides pour quelqu'un qui a déjà de l'expérience, c'est de le faire en air turbulent. Parce que descendre à moins 7 mètres par seconde en air calme, c'est très bien, c'est nécessaire. Par contre, on n'en a jamais besoin en air calme de descendre vite, à part pour se retrouver vite à boire une bière avec les potes en bas, mais sinon... c'est quelque chose qu'on utilise peu. Ou peut-être quand il pleut, ouais. Et même s'il pleut fort, des fois, il vaut mieux rester en ligne droite. Ouais. Donc, alors que on aura besoin, quand on aura besoin de descendre, une dégradation du temps, un forcissement du vent en bas, etc., peut-être qu'on sera dans un endroit près du relief, dans une aérologie turbulente. Donc, autant s'entraîner à faire ces manœuvres-là dans de l'aérologie turbulente. Là, ça va être vraiment lié à la réalité. On va voir que les comportements de voile sont un petit peu différents et ça va permettre d'avoir un pilotage beaucoup plus adapté, plus juste par rapport à ce qui se passe, parce qu'en plus, on va ramener un petit facteur stress, en fait. Facteur stress, la masse d'air qui bouge, la proximité du relief, etc. Donc, c'est comme ça qu'on va augmenter son expérience et surtout faire un lien avec la réalité, en fait. Quand est-ce qu'on en aura besoin ? Intéressant, comme tu dis, il y a une différence entre air calme, air turbulent, et puis dans la pratique, ce que l'on va vraiment utiliser dans des conditions réelles, quoi, comme tu le dis, c'est vraiment faire ce lien entre les deux. Voilà, ça peut être différent et surtout plus juste en fait. Donc c'est pour ça que des fois c'est bien de refaire des manœuvres, faire les oreilles en air calme, ça va bien, mais on n'en a jamais besoin en air calme, sauf pour faire un exercice d'oreille, pour découvrir. On en a toujours besoin quand c'est turbulent. Quand on est loin, peut-être qu'on se rapproche du plafond nuageux. Voilà, c'est ça, quand ça monte, que ça tire. Quand c'est pas bon, s'il faut partir, etc. Ouais, c'est ça. Donc là, on passe dans un mode, il faut s'écarter d'ici, il faut partir, voire il faut descendre. Donc la masère, elle est loin d'être calme là. Donc c'est à ces moments-là où il faut apprendre à les faire, où c'est plus judicieux en fait. Et après, voilà, et on va faire le lien avec le mental pour les 2 minutes qui nous restent, Jérôme. Oui. C'est-à-dire que ce qui est important de comprendre pour les amis pilotes, c'est que quand on fait ça, c'est pas pour s'amuser à faire des exercices. Certes, on s'amuse à faire des exercices, il faut que ça reste, comme tu le dis souvent, hein, on s'amuse en ludique, on s'amuse en parapente, mais c'est surtout pour développer des réflexes, parce que comme tu le dis, le jour où on est pris dans une ascendance super forte, qu'on a envie de descendre ou qu'il y a un orage ou quoi que ce soit, il faut que ça devienne un réflexe. Et il faut l'avoir vu, c'est-à-dire que ça s'improvise pas à ce moment-là, quoi. Et on sait très bien qu'avec du stress, notre bagage technique va être vachement entamé, va vachement être entamé, c'est-à-dire qu'on est moins capable de faire quand on stresse que quand on stresse pas du tout, en fait. Donc le fait de s'entraîner en air turbulent, on se met dans une situation qui ressemblera à la réalité, donc on est déjà un petit peu préparé à ça en fait, donc c'est pas mal, on visualise les mouvements, on a des ressentis, etc. Ça c'est toute la partie mentale, et ça nous permet, une fois que si on en a besoin et qu'on s'est déjà entraîné dans ce type de situation sans qu'il y ait de danger particulier, et ben ça va, le cerveau, le corps, tout ça va déjà connaître ça, donc ça va être plus facile, votre bagage technique va être un petit peu moins entamé, quoi. Voilà. Oui, parce que en condition de stress, et on l'a déjà un peu tous vécu, il y a quand même, on débranche et des fois on ne sait plus quoi faire. Donc si tu as déjà vu la situation, tu t'es entraîné et que tu dis ok, je reste comme ça et même si ça bouge, je fais cette manœuvre-là, je sais la faire, et on fait confiance à sa technique, parce que si on ne l'a jamais vu, on fait confiance à sa technique. Qu'est-ce que je dois faire maintenant ? On peut être perdu sur ce qu'on doit faire, quoi. On peut aussi verbaliser les choses, hein, quand on le fait. Bon, maintenant je dois faire les oreilles, ça bouge, mais je sais faire. Je sais faire les oreilles, je l'ai déjà fait, j'ai déjà fait en air turbulent et tout, je connais cette voile et je le fais. Voilà, ça vous permet en le verbalisant à voix haute, de vous recentrer sur ce que vous avez à faire. Voilà. Et de moins être dépassé, submergé par toutes les pensées les scénarios catastrophes qui vont tourner autour de vous dans votre cerveau. Donc, de vous recentrer sur ce qu'il y a à faire, un geste technique pour lequel vous êtes entraîné. Donc, quand vous faites des exercices, le but, on ne fait pas des exercices pour faire des exercices, hein. C'est bien que tu l'aies rappelé, c'est à chaque fois qu'on va faire quelque chose, on dit c'est quoi l'intention à ce moment-là ? L'intention pourrait juste d'avoir des sensations.
par exemple de faire du tangage et d'être attentif à ce que le corps ressent, l'accélération du vent sur le visage, ça pourrait être ça. Ça pourrait être faire du tangage pour contrôler la bâtée à différents moments, par exemple, ça pourrait être ça. Ça pourrait être de faire du tangage au frein, d'essayer de le faire sans effort physique sur les commandes. Donc ça demande de le faire au bon moment, de ne pas freiner trop tôt, sinon ça ne marche pas. Voilà, donc mettre de l'attention à ça. Par exemple, ça pourrait être l'intention de faire du tangage de manière équilibrée sur 4-5 mouvements. Voilà. Donc il y a une intention à chaque exercice, pour faire les oreilles, pour faire les wings par exemple, pour jouer un peu avec sa voile en 360, il faut toujours mettre une intention pour savoir à quoi ça va servir, et ensuite vous allez faire l'exercice dans ce contexte-là. Et l'intention peut changer pour une même manœuvre, hein. On peut faire ça pour le plaisir, on peut faire ça pour de la technique, on peut faire ça pour découvrir la voile. Voilà, donc c'est bien de se poser ça, sinon c'est pas trop pourquoi on le fait. Donc on répète des trucs, mais je pense qu'on les ancre moins comme ça, puisqu'il n'y a pas une intention, donc une motivation qui va avec l'exercice. Voilà. C'est ça. Et ce qui est important, et ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut se dire, et vraiment pour conclure en quelques mots, Jérôme, oui. Dire tiens, aujourd'hui je vais voler, j'ai pas de programme précis, j'ai pas envie de faire du cross pendant 3 heures, je vais dans une zone, je vais peut-être sortir du bocal, etc. Et se dire, tiens, une fois que j'ai décollé, je vais me faire mon quart d'heure d'exercice, où je vais d'abord monter, et puis je fais mon quart d'heure d'exercice, et après je continue mon vol. Par exemple, on peut se le dire, par exemple, tranche, quoi. Pendant le vol, on peut se dire, bah, tiens, là je suis bien monté, je peux pas partir en croche, j'ai que 1h30 de vol, par exemple, je suis en local, je suis assez haut, bah, tiens, je vais faire les oreilles, c'est turbulent, là elles me servent à rien les oreilles à ce moment-là, mais l'aérologie est turbulente, tiens, comment réagit ma voile, comment moi je réagis, j'en profite pour descendre de 150 mètres avec les oreilles, etc., dans un contexte différent. Bon, on a bien compris le principe et on comprend bien pourquoi, merci Jérôme de ce rappel, c'est bien de mettre une petite graine quelque part, que faire des exercices, c'est pas qu'une contrainte, on peut s'amuser aussi en les faisant, et comme tu l'as décrit, se fixer un programme, une intention, et être prêt à, malgré tout, subir des fois des conséquences de l'aérologie, de ce qui peut se passer avec ces voiles qui sont, on le rappelle, des structures souples, et voilà, autant être préparé à ce qui peut se passer, voilà, en souhaitant que ça se passe pour le mieux. Mais donc, il vaut mieux être confronté à des choses un peu fortes avant, s'y être soi-même. Et puis, je voulais rajouter un truc. En général, en général, par rapport à la question que tu as posée tout à l'heure, est-ce qu'on fait seul ou encadré? En général, en école, on va vous faire ça en air calme, simplement parce que le moniteur ou la monitrice est placé plutôt en bas, loin du relief, loin de tout, on vous fait faire ça en air calme. Donc, le fait de le faire en air turbulent, vous risquez d'être seul en fait, parce qu'il y aura peu de structures ou d'encadrement qui vont vous le proposer à ce moment-là, parce qu'ils n'y pensent pas, parce que c'est pas leur manière d'enseigner, etc. Donc vous allez être confronté à vous tout seul, mais vous allez faire des choses que vous connaissez, mais en changeant d'environnement. Voilà, il faut juste prendre ça comme ça. Voilà. Merci Jérôme, c'était hyper intéressant. Allez, Wingmaster vous réchauffe pour l'hiver. À très bientôt. On est très heureux de vous avoir proposé ce contenu. C'est du granulé. On se retrouve. Voilà, c'était du granulé. On se retrouve très vite. Ciao, bonne soirée.